L'histoire naturelle, c'est tout ce que nous connaissons, vous et moi, de science et de logique de la nature et des liens de l'homme à la nature, qu'on ne prend pas vraiment en compte dans la façon dont on gère à la fois nos santé au quotidien, notre façon de consommer, notre façon de manger, mais aussi dont on gère nos sociétés. Et en fait, ce livre, je l'ai en fait bâti autour de 10 idées reçues que je barre dans le titre et que je réécris, que je reconstruis. Je les utilise pour essayer de proposer des visions qui soient plus cohérentes euh, avec l'état actuel des connaissances, des visions qui soient plus en cohérence avec les données scientifiques de la place de l'homme dans le monde et montrer finalement nos dépendances au monde et la façon dont ces lois naturelles qui règnent autour de nous, mais qui règnent aussi en nous. J'en reviens à parler du microbiote, j'en reviens à parler de choses comme l'évolution de notre sexualité et l'héritage qu'on a d'une sélection biologique sur nos comportements sexuels. Comment tout ça, eh bien, en prenant conscience, on peut mieux le gérer culturellement. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du livre, enfin, pas vraiment, véritablement du livre. Je voudrais surtout utiliser ce temps pour vous raconter quelques petites choses que je raconte dans le livre et qui sont liées aux végétaux et aux plantes en particulier, parce que ça m'a paru plus intéressant, vu notre profil à nous autres botanistes, de vous parler de ça. Donc vous allez voir des idées reçues que je vais décrier. Avant de passer à ça, je voudrais dire à Guillaume que moi j'aime beaucoup Boomerang. Je le cite, et c'est un des trucs dont j'essaie de parler, c'est finalement que c'est une façon de ne pas avoir compris notre lien à la nature que des fois d'y mettre des choses qui nous reviennent en boomerang dans la tête. Donc je ne l'ai pas fait aussi bien que lui. Et à deux reprises, je conseille au lecteur d'aller plutôt lire son livre. Mais aujourd'hui, on va parler de plantes. Alors moi, je voudrais euh, vous raconter deux, trois histoires où on voit très bien que les plantes ont beaucoup à nous apprendre en fait. Mais si on les regarde comme des plantes. On dit souvent que l'homme est la seule, si ce n'est une des rares espèces, à bazarder des ordures dans son milieu, à faire des déchets. Bon, respirons un instant et examinons ça d'un point de vue pragmatique. La respiration, qu'est-ce que c'est? C'est prendre de l'oxygène dans l'air. Et pourquoi il y a de l'oxygène dans l'air, au fait? Bah, c'est du pipi de plante, hein, du pipi gazeux. Je veux dire, les plantes font partie de ces organismes qui excrètent leurs déchets sous forme gazeuse parce que c'est la plus forte assurance que les déchets vont occuper le plus grand volume et donc s'échapper de l'organisme. Mais l'oxygène, c'est un déchet de plante, n'est-ce pas? Il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère primitive. Vous chauffez les roches dont sont fait l'atmosphère primitive, enfin, dont a été fait la Terre. Vous chauffez ces roches, vous faites une atmosphère primitive, il n'y a pas d'oxygène. Non, non, l'oxygène, c'est un déchet de plante. Alors, euh, c'est un déchet qui est très ancien et qui donc est devenu une ressource pour d'autres. Mais ça, c'est une leçon importante, hein. Faire des déchets, c'est le propre du vivant. Alors, vous allez me dire, est-ce que donc on est autorisé à faire n'importe quel déchet? Est-ce que le livre Boomerang est un scandale en nous faisant croire que certains déchets sont mauvais? Alors, désolé de m'acharner sur toi, Guillaume, mais en fait, euh, bah, là, il faut réfléchir un petit peu. Les déchets, ils finissent toujours par trouver preneur. Revenons à l'oxygène. 90% des mines de fer que nous exploitons, que l'homme exploite, hein, c'est des dépôts de fer qui ont 2 milliards d'années. Parce qu'il y a 2 milliards d'années, il s'est déposé massivement du fer au fond des océans. Pourquoi? Eh bien, justement, c'est l'histoire de l'invention de la photosynthèse. Quand les cyanobactéries commencent à faire de la photosynthèse, elles émettent de l'oxygène qui va finir par s'accumuler dans l'eau puis dans l'atmosphère. Et quand il s'accumule dans l'eau, il rouille le fer. Avant, le fer était sous forme ferreuse, cette forme soluble. Et il y avait du fer partout. Quand l'oxygène est apparu, il a oxydé le fer et ça a fait ces énormes dépôts il y a 2 milliards d'années. C'était les cyanobactéries qui venaient d'inventer la photosynthèse. Et ces dépôts de fer ont fait que ben, dans beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui, il n'y a plus de fer soluble et ce qui est limitant pour la vie, c'est le fer. Ce n'est pas tellement le cas sur Terre émergée parce que là, on a dans les sols des roches qui, en se délitant, libèrent du fer. Non, non, c'est au milieu de l'océan.
au milieu de l'océan, le fer, il rouille et il sédimente, il tombe au fond de l'eau parce que le fer rouillé, le fer ferrique, pour dire son nom, ça n'est pas soluble. Donc, au milieu de l'océan, ce qui manque, c'est pas l'azote, c'est pas le phosphate. Ça a longtemps été un paradoxe de comprendre pourquoi ces zones high P, high N, euh, hautes, avec pas mal de phosphore, pas mal d'azote, pourquoi il n'y avait pas d'algues qui se développaient. Et les expériences Aeronex ont montré que il suffit de rajouter du fer, c'est ça qui manque. Et là, il y a des efflorescences de vie qui se développent parce qu'il y a par ailleurs de l'azote et du phosphate disponibles. Voilà. L'histoire, c'est qu'il y a des écosystèmes qui sont encore carencés en fer de cette époque-là. En fait, l'invention de la photosynthèse a débouché sur une catastrophe parce que, un, beaucoup d'organismes n'étaient pas adaptés au côté oxydant. Il faut poser les questions au fur et à mesure, tu as raison, Pierre-Antoine. Beaucoup d'organismes n'étaient pas adaptés au caractère oxydant de l'oxygène. Je rappelle, ça fait des radicaux libres. Si on n'a pas de dispositifs protecteurs, c'est pas très bon pour la santé. Et puis, on a manqué de fer. Ce qui se passe après 2 milliards d'années, c'est que pendant 1 milliard d'années, il n'y a pratiquement pas d'évolution. C'est-à-dire qu'on trouve quelques fossiles, mais il n'y a pas d'innovation morphologique, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a sans doute pas beaucoup de biomasse. Il y a 1 milliard d'années pour s'adapter à l'oxygène. Et parmi ceux qui s'adaptent à l'oxygène, il y a nos ancêtres qui non seulement le supportent, donc il n'y a pas de toxicité, mais en plus ils l'utilisent. L'histoire des déchets, c'est que quand ils apparaissent, c'est souvent une tragédie. Et la biosphère a elle-même créé des tragédies. D'ailleurs, ce que je vous ai raconté là, c'est que c'est une crise de biodiversité qui s'est produite et qui était due aux vivants. Hein. Donc l'homme a pas du tout l'exclusivité de provoquer des crises biologiques. Mais c'est quand même une crise et honnêtement, on n'a pas franchement envie de ça pour autant. Non, non, le truc, c'est que ce qui s'est passé avec cette histoire-là, c'est une terrible crise biologique jusqu'à ce qu'apparaissent secondairement les utilisateurs des déchets. Et toute l'histoire est là. Quand vous avez des plastiques, eh bien, ou des, on en parle beaucoup en ce moment, les PFAS, hein, les fluoroalkylés, ces polluants éternels qui ont un lien carbone-phosphore, euh, bah, il n'y a personne qui sait dégrader ça, puisque c'est des nouvelles molécules. En fait, ce n'est pas complètement exact. Pour les plastiques, vous pouvez trouver des micro-organismes qui les dégradent bien, mais ils ne sont pas très compétitifs. Il faut encore un temps d'évolution pour que, effectivement, le plastique devienne un déchet ordinaire et soit recyclé par ces microbes. Il y a les prémices, il y en a quelques-uns qui y arrivent. On les isole des tas de plastiques abandonnés, mais ça prendra du temps. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, bah, justement, les plastiques se délitent en petites molécules, dont certaines sont des perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc, pour résumer tout ça, toutes les espèces vivantes font des déchets. Le propre du vivant, c'est de prendre des ressources et de faire des déchets. Après tout, quand un oiseau fait son nid et l'abandonne, ou quand un oiseau meurt et laisse son cadavre par terre, c'est faire des déchets. Le vivant fait des déchets. Ces déchets peuvent être des ressources. Et là, on a des choses, nous, à apprendre, notamment autour de notre urine, par exemple. Nous pissons entre 20 et 40% des besoins de l'agriculture française, nous, Français, hein, entre 20 et 40% des besoins de l'agriculture en azote et en phosphate, et bien, on paye les impôts locaux pour disperser ça dans l'eau, dans les stations d'épuration. C'est un peu triste, hein, surtout qu'au départ, tout ça est concentré dans l'urine. Donc, vous voyez qu'il y a des déchets qui sont très prometteurs, qui sont très utiles parce que ce sont de vieux déchets. Et quelque part, retrouver notre lien nature, c'est notamment apprendre à faire pipi parce qu'on fait des déchets très utiles pour les plantes, très utiles pour l'agriculture et moins chers sans doute pour les agriculteurs que les engrais minéraux qu'ils achètent. Mais il y a aussi des déchets qui sont nouveaux, et ces déchets qui sont nouveaux sont dangereux pour l'homme. Et ça, il faut apprendre à s'en méfier, peut-être en limiter l'usage. Je vous renvoie au débat actuel sur les fluoroalkylés. Les fluoroalkylés, donc, c'est ces composés, n'est-ce pas, qu'on trouve dans le Tefal, le Téflon. Et je voudrais juste faire un petit détour par une balade qu'on a fait avec certains d'entre vous en Australie, qui me laisse penser qu'il y a quand même des micro-organismes qui doivent arriver à gérer ça. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a les poison peas. Des pois, alors le genre, je l'ai oublié. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient du genre de ces pois toxiques qu'on avait vus en Australie. Mhm. Alors c'est moi qui pose les questions là. Poison peas. Et en fait, ils sont toxiques parce que ils comportent de l'acide fluoroacétique. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire que ces pois australiens, alors c'est des dicapétalum, oxylobium et gonpholobium ou gastrolobium. Donc c'est toute une série, il y a plusieurs genres. Hein. Et en fait, les sols qui y a en dessous
ne sont pas morts, il y a des micro-organismes, et je suis persuadé, moi, que dans la rhizosphère des poison peas, il y a des candidats à dégrader les composés fluoroalkylés, puisque l'acide fluoroacétique, qui est la toxine de ces bestioles-là, est clairement dégradé dans ces sols. Bon, alors c'est une parenthèse. Là encore, ces organismes n'arrivent pas à conquérir le monde. Ils ne sont pas encore écologiquement taillés pour être compétitifs et aller dégrader les fluoroalkylés partout. Bref, les déchets, il n'y a pas que l'homme qui en fait. Les plantes en font, c'est l'oxygène. Et au fait, ça peut être une très mauvaise nouvelle quand c'est un nouveau déchet. Et c'est à ça qu'il faut penser par rapport à notre industrie chimique. C'est pas qu'il ne nous faut pas de chimie, mais c'est que cette facilité avec laquelle on invente plus de 5000 nouvelles molécules par an, je ne sais pas si, Guillaume, tu as un autre chiffre pour ça, toi, non? Mais on dit qu'on a 5000 nouvelles molécules par an. Bah, toutes ces molécules, il y en a qui vont s'accumuler autour de nous, qui vont être des problèmes parce que ce sont des déchets nouveaux qui ne sont pas recyclés. Bon, je continue sur les plantes. Donc, on voit très bien que les catastrophes dans la biosphère, ce n'est pas le propre de l'homme. Les cyanobactéries l'ont fait à leur époque. Que faire des déchets, ce n'est pas le propre de l'homme. Ça existe par ailleurs et ça nous donne des leçons sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Je voudrais continuer. Une des choses auxquelles je m'attaque, moi, c'est cette espèce d'admiration pour l'arbre. Aujourd'hui, l'arbre, il est vénéré. Et moi, je suis souvent convoqué à faire des... euh, alors, il faut peut-être bien penser, Solange, voilà, couper le micro. Voilà. Donc oui, l'arbre, il est l'objet d'une fascination. Il y a un très joli travail d'ailleurs de mes collègues du muséum qui ont regardé l'empathie qu'ont les gens pour les espèces en fonction de leur distance évolutive à nous. Alors c'est simple, ils ont tout un groupe d'espèces qui testent, hein, qui vont des plantes aux animaux en passant par les champignons, et puis vous les présentent deux par deux. Et ils vous demandent laquelle des deux vous pensez comprendre le mieux, et laquelle des deux vous sauvez s'il faut en sauver qu'une des deux. Donc ils ont des indices de l'affection et de l'empathie, du pouvoir de compréhension et de l'empathie qu'ont les gens pour ces organismes. Donc c'est pour ça que plus les organismes sont éloignés évolutivement, moins ils nous ressemblent d'ailleurs, moins il y a d'empathie, mais il y a des exceptions. La tique est beaucoup plus antipathique que sa distance évolutive à l'homme ne le prédit. Alors, c'est intéressant, parce qu'en fait, on sait très bien ce que font les tiques. Et ça veut dire que la vulgarisation, ça peut modifier les comportements. Donc moi, je trouve ça prometteur. Le ver de terre est très au-dessus de ce qu'il devrait être. Bah oui, on sait ce que fait le ver de terre. La vulgarisation, ça aide à modifier la perception qu'ont les gens. Donc la vulgarisation, c'est utile. Voilà. Et le chêne, oh, il explose. Je veux dire, la pâquerette, n'en parlons pas. Mais alors l'arbre, évidemment. En fait, les arbres, c'est des faiblards. D'ailleurs, si c'était les plus forts, il n'y aurait plus que des arbres. Dans l'évolution, quand quelque chose est plus efficace qu'une autre, très rapidement, parce qu'elle produit plus de descendants, elle envahit le monde. Le seul fait que le monde ne soit pas fait que d'arbres nous indique qu'il faut qu'on réfléchisse un peu et qu'être un arbre n'a pas que des avantages. Alors, ça a des avantages. Un tronc. Un tronc, c'est de la compétition pour la lumière. Mais ça te permet de faire de l'ombre. Ça permet de faire qu'en sous-bois, quand le sous-bois est bien dense, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Enfin, il pousse deux choses. Les vernales, celles qui font leur cycle à toute vitesse, c'est en ce moment, hein, avant que la canopée ne se referme, et qui vont à toute vitesse boucler leur cycle. Alors, faut faire vite, hein, et il faut même faire au passage quelques réserves pour partir plus vite l'année suivante. Elles ont souvent des bulbes en plus. Mais enfin, ça ne fait pas une biomasse énorme, hein. C'est quand même une niche marginale. Et puis alors, il y a aussi des trucs que j'étudie moi au labo, qui sont ces plantes qui partagent des champignons mycorhiziens avec les arbres, des petites orchidées ou des éricacées du groupe des pyrroles, et qui, par le biais de ce réseau mycorhizien, ben, arrivent à rapatrier du carbone que l'arbre donne aux champignons et que l'orchidée ou la pyrrole extrait du champignon. Ça donne même des formes non chlorophylliennes comme la néocie ou le monotrope. Bon, alors, c'est des rois, hein, c'est les rois de la forêt, oui. Et quand ils s'installent, en fait, ils vont bousiller toute la biodiversité qu'il y avait dans une prairie ou dans une fruticée. Bon, les rois de la compétition. Sauf que ça demande un tronc. Et ces troncs sont les organes de la compétition. Maynard Smith, un évolutionniste britannique, disait que les troncs sont les griffes des plantes. Il entend par là que c'est la façon d'emmerder les voisins et de les abîmer, quoi, de se défendre. Effectivement, plus votre tronc est haut,
plus vous avez de lumière. Sauf qu'il y a une fatalité à ça. Dès lors qu'on joue au tronc, ben, il faut avoir le plus grand. En d'autres termes, vous avez une course qui s'enclenche à qui aura le plus grand tronc, jusqu'aux limites physiologiques acceptables sur le site, vu le sol et le climat. Alors, ça veut dire que quand vous prenez un chêne, il ne se reproduit pas avant 30 ans parce qu'au début, il fait du tronc, du tronc, du tronc, du tronc, du tronc, du tronc. Et puis après, 30 ans, bah, il continue à faire du tronc, à élargir ses branches pour continuer à être au-dessus des voisins. Et il produit donc très peu de glands. Si on prend la rabette des dames et qu'on regarde combien de graines elle produit, vu la taille des graines et vu sa taille, et qu'on prédit combien un chêne devrait produire de glands, il devrait en produire plusieurs millions par an. Le fait est qu'il en produit 5 à 10 000, certaines années seulement. Donc c'est un désastre évolutivement, cette histoire. Ça veut dire que l'essentiel de l'énergie est investi dans la compétition et pas dans la production d'un grand nombre de descendants. Alors, bon, vous allez me dire, les arbres arrivent quand même à se reproduire. Ok, mais alors, du coup, comme les générations sont longues et le nombre de descendants pas élevé, ben, la vitesse d'évolution est plus lente. Et on voit très bien aujourd'hui avec le changement climatique les problèmes que ça pose. Le climat changeant rapidement, il y a des problèmes d'adaptation. On voit aussi ce que toutes les maladies introduites provoquent, chez nous et ailleurs. Quand une maladie s'introduit, une maladie fongique en général, mais aussi bactérienne ou un hématode, ben, l'évolution est assez lente, pesante, et le parasite peut bousiller tout le monde avant même que ça ait le temps d'y rouvre. Regardez ce qui arrive aux frênes, sous l'effet de la calarose du frêne qui a été introduite par les introductions malheureuses de frênes de Mandchourie. Eh bien, aujourd'hui, la solution proposée par l'ONF, c'est de plus planter du frêne dans le nord de la France. Bon, dans le sud de la France, la calarose, le Calara fraxinia, le champignon, ne supporte pas trop la chaleur. Donc, pour l'instant, ça ne descend pas trop. Mais enfin, quand il fait chaud, en général, il n'y a pas beaucoup de frêne non plus. Euh, le chancre coloré du platane. On est en train de bousiller, d'abattre les 40 000 platanes autour du canal du Midi parce qu'on n'a pas trop de solutions. Et les platanes, ça ne s'adapte pas si vite que ça. Le pire, je pense, qu'on a eu, c'est les deux pires, c'est pas chez nous. Parce que nous, on a eu la maladie de l'orme, mais l'orme a survécu. On a tout un tas de maladies, mais ça vivote. Non, la catastrophe, c'est les châtaigniers dentés d'Amérique quand s'est introduit une triphonectriose américaine, asiatique. Alors là, ça a été un désastre total. Hein. Ces châtaigniers qui faisaient d'énormes forêts dans les Appalaches sur la côte Est, hein, eh bien, la maladie a progressé de 80 km par an, a tué plus de 3 milliards d'arbres entre 1900 et 1910. Et le bilan, c'est qu'en 1910, il restait une centaine de pieds de moins de 60 cm de diamètre. On est en train d'essayer de reconstituer ces forêts, mais là-bas, ces forêts ont complètement disparu et l'espèce est complètement relictuelle. Le nématode du pin a tué plusieurs dizaines de millions de pins en Chine, hein, en l'espace d'une vingtaine d'années, là, et il s'introduit en ce moment en Espagne et au Portugal. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle en perspective, parce qu'en fait, la vitesse d'évolution de nos ligneux, elle est lente. Alors que les petites annuelles, les plantes qui font des graines dès la première année et qui en font beaucoup, parce qu'elles investissent moins dans la compétition, elles sont plus adaptables. Et ça, par rapport au changement climatique ou à l'introduction de pathogènes, ça change beaucoup de choses. On voit quand même moins crever d'annuels ou régresser d'annuels à cause de maladies exotiques que d'arbres. Pour les arbres, je vous ai quand même cité une panoplie de problèmes assez inquiétants. Bon. Donc l'arbre, c'est un faiblard évolutivement. Il est fort compétitivement, mais il a un boulet, c'est que sa capacité à se reproduire et la vitesse de reproduction, la vitesse d'apparition de nouveaux individus potentiellement adaptés est plus lente. Donc, on aime bien l'arbre parce qu'il est grand, il est colossal, et voilà, mais alors, cela dit, les plantes ont beaucoup à nous apprendre, hein, et c'est vrai qu'on est content que les gens redonnent de l'attention au végétal. Simplement, et je vais maintenant déboucher sur un autre aspect dans ma discussion, c'est des choses que j'aborde dans le livre, hein, mais là, je vous les livre en essayant de ramasser des morceaux de végétaux. Euh, L'intérêt actuel pour les plantes, il est basé sur l'intelligence des plantes. Et ça, c'est un truc qui m'agace prodigieusement. Je sais que Francis Allais s'y est fait. Il admet qu'on puisse parler de l'intelligence des plantes. Ça l'a énervé au début, puis il s'y est fait. Moi, je n'arrive pas à m'y faire. J'arrive pas à m'y faire. Parce que vous et moi, si on parle d'intelligence des plantes, on va bien comprendre que ce pas des plantes qui comptent, qui écrivent des livres,
c'est juste qu'on désigne par là des mécanismes adaptatifs subtils. En fait, adaptation, le mot est là. Vous remplacez intelligence des plantes, hein, vous remplacez intelligence par adaptation, dans tous les textes, ça marche. C'est beaucoup plus précis et ça désigne le mécanisme. C'est qu'effectivement, confronté à des problèmes, elles se sont adaptées avec des adaptations parfois exquises. Mais, mais on ne peut pas dire intelligence parce que la plupart du temps, quand vous parlez d'intelligence à quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de biologie, ce qu'il conçoit de l'intelligence, ce n'est pas une bêtise de sa part, c'est l'intelligence humaine. Du coup, il n'est pas du tout dans la métaphore. Vous êtes plongé dans votre belle métaphore de l'intelligence des plantes, mais lui, ce qu'il voit, c'est l'intelligence qu'il connaît bien de son chien ou de son chat ou de ses enfants. Vous y êtes? Il ne voit pas du tout la même chose que vous. Et donc, ça, c'est assez trompeur. En plus, philosophiquement, c'est un peu creux parce que ça revient à intéresser les gens au végétal par des traits qui sont des traits animaux. Ça ne revient pas du tout à prendre le végétal en lui-même. Et ça, c'est un problème qu'on a. C'est qu'on a du mal à voir les autres êtres vivants pour ce qu'ils sont et à les comprendre comme ils sont. Ce qui pourtant serait une bonne façon à la fois d'éviter ce qu'on ne veut pas, je pense à certains microbes, et à la fois de gérer ce qu'on veut gérer un peu mieux. Je vais vous donner deux exemples. La plante, elle est immobile. L'arbre est immobile. Donc il se prend des mauvais coups. Il finit par y avoir un coup de vent, une neige précoce qui, en faisant poids sur des branches qui n'ont pas perdu leurs feuilles, font casser les branches. L'écorce autour du moignon, la partie corticale, le cambium fait un bourrelet qui vient se refermer, qui cicatrise la blessure. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein. Parfois, il y a un champignon qui rentre, l'arbre devient creux, et souvent, c'est de ça que meurent les arbres. Mais ils ont, les arbres, une capacité à cicatriser. Beaucoup de gens trouvent que les têtards ou les tailles de haies, les haies à la française en rideau, c'est un scandale parce que c'est des mutilations des arbres. Bah oui, alors c'est vrai que si vous voyez ça comme couper un bras à quelqu'un, c'est une mutilation. Mais il ne faut pas justement prendre le végétal pour un humain ou pour un animal d'ailleurs. En fait, c'est là qu'on voit que c'est complètement contre-productif. La question, c'est comment on coupe les branches. Est-ce qu'on les coupe bien, à la bonne saison? Et est-ce qu'effectivement, ça va bien cicatriser et assez vite? C'est ça la question. Est-ce que les outils ne sont pas contaminés? Pour la transmission du chancre coloré du platane, par exemple, c'est vraiment très important. Il faut bien nettoyer les outils quand on passe d'un arbre à l'autre, voire même d'une branche à l'autre. Mais c'est ça la question. La question, c'est pas contre nature de faire un tétard ou de faire une haie en rideau. Parce que parce que dans la biologie d'un arbre, il y a ce pouvoir cicatriciel et cette construction où en fait ce sont des modules qui sont interchangeables. Une branche vaut une branche. Donc on peut retirer une branche, il en reste d'autres. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui est une bonne compréhension de la physiologie de la plante. Mais il y a des tas d'autres choses qui sont passionnantes dans les plantes. Je vais juste vous en donner une. C'est un petit paradoxe que moi j'aime bien raconter. Souvent, on nous rappelle que c'est sur les plantes que les cellules ont été découvertes. Vous savez, euh, c'est les fameuses observations par Hooke du liège au XVIIe siècle. Et où il voit des petites logettes, il appelle des petites pièces, des petites cellules, enfin il prend le mot cella en latin, la pièce d'un bâtiment, et il appelle ça des cellules, des petites pièces, comme des cellules de moine. Bon, donc il parle de cellules, et après on découvrira que dans tout le vivant, il y a des cellules. Mais en fait, chez les plantes, bizarrement, ce pas des vraies cellules. Chez nous, les cellules sont complètement séparées. Elles sont entourées d'une membrane qui fait tout le tour de la cellule. Et d'ailleurs, quand une cellule a une excitation électrique, bah, ça reste dans la cellule. Si vous voulez transmettre une excitation électrique, il faut faire une cellule très, 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 très longue, qu'on appelle un neurone, et l'excitation électrique ira d'un bout à l'autre de la cellule, et c'est le seul moyen de transférer une excitation électrique d'un bout à l'autre de l'organisme. Un neurone. Bah, chez les plantes, c'est pas du tout pareil. Dans ces parois, il y a des petits trous entre les cellules voisines. Et là s'engagent des expansions des deux cellules qui se rejoignent. C'est-à-dire que toutes les cellules qui sont côte à côte se rejoignent par ce qu'on appelle des plasmodesmes, qui sont des travées de contenu cellulaire. Et si vous observez bien mes mains, alors j'espère que vous savez quoi, je vais vous montrer un dessin du livre, parce que là, quand même, le faire avec les mains, les plasmodesmes, c'est un peu de la provoque. Donc, on va regarder. euh,
un extrait du livre où Arnaud Raphaëlian fait des dessins un peu humoristiques, mais son droit au sarcasme, il le paye très cher. Et là, je vais vous montrer un dessin qui vraiment, il a payé très cher son droit au sarcasme, parce que ce dessin, il me l'a refait une trentaine de fois avant d'arriver au résultat que je vais vous montrer. Doit faire quelques dessins explicatifs. Voilà. Et j'ai illustré ici avec lui ce que c'est qu'un plasmodesme. Voilà. Alors, vous voyez, on voit très bien ici la paroi en noir qui sépare les cellules, et on a un peu exagéré ces plasmodesmes qui sont des travées entre les cellules. Et maintenant, de ma souris, j'espère qu'on la voit bien, je vais suivre la membrane plasmique. C'est-à-dire la membrane de la cellule, elle rentre là, puis elle devient la membrane de la cellule voisine, puis elle continue là, puis elle devient la membrane de la cellule voisine. Vous y êtes? En fait, ces plasmodesmes sont des travées qui mettent en contact les cellules. Voilà un diagramme 3D où vous voyez très bien, hein, au niveau des plasmodesmes, la membrane d'une cellule devient la membrane de l'autre cellule, il y a une continuité complète. Donc les cellules végétales, ça on ne le voyait pas évidemment, ou que ne le voyait pas au microscope, hein, mais les cellules végétales sont en réseau. En fait, le végétal, c'est une seule grande cellule divisés en sous-compartiments qui échangent entre eux et dans lequel, au sein duquel se trouve un noyau dans chaque cellule. Du coup, quand il y a une excitation électrique d'un morceau de cellule à un endroit, bah, ça passe de cellule en cellule et chez les plantes, il n'y a pas besoin de neurones pour transmettre un influx électrique d'un bout à l'autre de la plante. Alors souvent, les gens disent, oh là, les plantes échangent des signaux électriques, elles sont vraiment intelligentes. Il y a même des gens qui font de la neurobiologie végétale. Mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas de neurones. La neurobiologie, je vous rappelle, c'est l'étude des neurones. Non, il y a des signaux électriques qui peuvent être transmis de cellule en cellule parce que, en fait, ce qu'on appelle des cellules, c'est en continuité chez les végétaux. Mais ça a un autre impact, cette histoire-là. Alors, déjà, c'est un premier impact, c'est que les virus végétaux, une fois qu'ils sont rentrés, ils ne ressortent pas de la cellule. Ils ont des mécanismes qui leur permettent d'agrandir les plasmodesmes et ils passent de cellule en cellule par des plasmodesmes. Il y a encore une autre chose. Les plantes n'ont pas de cancer. Moi, bon, certains qui m'ont vu sur le terrain savent que j'ai toujours sur moi le guide d'identification des galles de France. Je trouve ça génial, moi, les galles. Mais c'est quoi? Une gale, c'est un cancer végétal, mais il est imposé par un organisme extérieur, un insecte, un champignon qui s'installe. Mais les plantes en elles-mêmes n'ont pas de cancer. Pourquoi? Un cancer, c'est quand une cellule joue son jeu individuellement, on va dire. C'est-à-dire commence à se multiplier aux dépens des autres. Mais là, elle ne peut pas. Elle est les autres. Elle est en communication avec les autres. Aucune cellule végétale ne peut faire main basse sur des ressources, puisqu'elle est ouverte sur les voisines. Mais en plus, non seulement elle est ouverte sur les voisines, mais ça veut dire que les signaux régulateurs viennent des voisines aussi. Donc, elle est sous contrôle des voisines. Il ne peut pas y avoir de cancer. Les seules proliférations qu'on connaît de tissus végétaux sont liées à l'introduction d'un organisme qui, lui, va commencer effectivement à changer les régulations et à capter les ressources parce qu'il n'est pas en continuité avec ces cellules-là, un parasite. Ça s'appelle une gale. Mais il n'y a pas de cancer chez les végétaux. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui font que le végétal est absolument superbe si on le regarde en lui-même. Mais il n'est en rien réductible. Même dans ce qu'on appelle des cellules, il n'est en rien réductible à ce qu'est un animal. Et du coup, ben, ça donne des propriétés différentes et ça ouvre des capacités à gérer les choses différemment. Bien. Je ne vais pas être plus long là-dessus, mais vous voyez que finalement, il y a des façons de voir le vivant qui ne sont pas heuristiques, qui ne nous aident pas à comprendre comment ça marche et à agir. Et pour le coup, notre façon d'approcher les plantes par leur intelligence ne fait pas honneur à tout ce qu'elles ont de superbe à nous raconter. Et, euh, et si seulement, d'ailleurs, les livres qui parlaient de l'intelligence des plantes étaient un premier pas vers une compréhension plus fine, souvent, en réalité, c'est le premier et le dernier des pas vers la plante. C'est pas forcément génial. Bon, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'idées qui traînent, qui ne sont pas libératrices et qu'on peut facilement transcender. Je vais continuer sur cette histoire de plantes en vous racontant une autre belle histoire qui est en fait moins belle que ça. Enfin, moins romantique. On a une surreprésentation, au moins dans certaines littératures de vulgarisation, de la coopération entre les végétaux, de la coopération entre les plantes. Alors, je ne vais pas vous parler de la coopération par champignon mycorhizien interposé. J'ai fait là-dessus un article dans La Garance voyageuse que vous pourrez lire, où je raconte ce que c'est que cette histoire de réseau mycorhizien qui relie les plantes et où j'analyse les limites de son fonctionnement comme une façon pour les plantes de s'entraider. Donc, je vais vous parler d'une autre entraide, c'est cette entraide par l'émission de signaux d'alarme gazeux.
La plante, alors l'histoire est souvent créditée au koudou d'Afrique. Vous savez, c'est ces antilopes qu'on avait parquées dans des réserves de chasse pour éviter qu'elles soient trop chargées. Mais entassées dans ces réserves de chasse, on s'est aperçu qu'elles mouraient par centaines, beaucoup plus que celles qui étaient dehors et qui étaient surchassées. Quel paradoxe! Et on s'est aperçu qu'en fait, comme elles remangeaient tout le temps les mêmes acacias, ces acacias synthétisaient des tanins. Je vous en avais parlé pour ceux qui étaient là quand j'avais parlé de mon livre sur les tanins, hein. On passe de 1 à 2% de tanins en pois sec à 10 à 15% de tanins. Donc, en fait, ces plantes accumulent des composés de défense et elles, elles deviennent toxiques et elles finissent par tuer ces bestioles qui circulent moins puisqu'elles sont dans des enclos et s'intoxiquent plus. Normalement, dans la nature, les goudous remontent au vent, c'est-à-dire qu'ils avancent vers l'origine, vers là d'où vient le vent. Ça permet qu'ils ne soient pas précédés par leur odeur. Vis-à-vis du prédateur, c'est la moindre des choses. Bon, mais là, ils ne peuvent plus circuler. Alors, lorsqu'il a présenté ses résultats, le scientifique qui avait travaillé là-dessus, dont j'avoue avoir oublié le nom, dans les années 80, a proposé en colloque une hypothèse. Il dit, et en plus, peut-être que des molécules d'alerte alertent les acacias voisins, ce qui fait que quand vous ne pouvez pas circuler, bah, les acacias voisins ayant reçu des signaux d'alerte accumulent des tanins et ça augmente la toxicité. Évidemment, comme d'habitude, les coups remontent au vent, ils vont vers un endroit où les acacias ne peuvent pas avoir reçu ces signaux. Mais il fait une hypothèse de quelque chose qui pourrait avoir accru la synthèse de tanins. Il fait une hypothèse qu'il ne montre pas, et tout de suite, les journalistes communiquent sur les coups communiquent entre eux et ils tuent les gazelles comme ça. Tout le monde connaît cette histoire comme une histoire de communication entre les plantes. C'est pas ça. Si vous lisez l'article, juste à l'oral, un jour, on a proposé qu'en plus, une communication entre les plantes joue. En réalité, elle existe, ce n'est pas démontré dans ce cas-là, mais effectivement, les plantes émettent des choses comme l'acide jasmonique ou de l'éthylène qui peuvent passer sur les plantes voisines et induire la mise en place de défense. Donc, c'est les hormones d'alerte. Et si vous regardez ça comme ça, vous dites, ah bah oui, les plantes s'entraident, elles se préviennent. Alors, vous allez me dire l'intérêt qu'il y a à prévenir le voisin, qui a ses racines dans vos racines et qui est en train d'essayer d'exploiter le même sol, et qui a ses feuilles dans vos feuilles et qui est en train d'essayer de vous faire de l'ombre. C'est quoi l'intérêt évolutif de ça? C'est bizarre. Je veux dire, si vous aidez votre voisin, vous aurez moins de ressources, vous aurez moins de descendants. Tout devrait sélectionner l'absence d'entraide. Alors, il y a un bémol, c'est le cas où le voisin est de la même famille que vous, là, si vous aidez un organisme de la même famille que vous à se reproduire, c'est un peu comme si vous faisiez des enfants parce qu'il a les mêmes gènes que vous. Donc, évolutivement, ça peut être sélectionné. Mais en fait, cette aide, elle existe aussi entre espèces différentes. Alors là, on ne risque pas de faire les mêmes descendants, hein. Non, non, non. Le truc, c'est que c'est paradoxal vu la compétition qu'il y a avec les plantes. Et en fait, le paradoxe se résout de la façon suivante. D'abord, chez les plantes, il y a des hormones gazeuses. Oui, parce que vous et moi, on est fait de liquide. Donc, faire circuler un message chimique, une hormone, elle doit être soluble. Il y en a aussi de solubles chez les plantes. Parmi les hormones d'alerte, il y a par exemple la cystémine qui circule dans la sève. Bon. Mais chez les plantes, il y a un réseau de lacunes. Parce que c'est comme ça que les gaz diffusent. Ces lacunes, elles sont en communication avec les stomates, c'est tout le réseau lacunaire des parenchymes lacuneux et de tous les parenchymes de la feuille, mais il y a aussi des lacunes dans le tronc, des lacunes entre les cellules du tronc, elles respirent par le biais de lenticelles. Hein, par exemple, ce qui fait les traces un peu foncées dans les bouchons de liège, c'est les lenticelles qui traversent l'écorce, qui sont des zones de cellules séparées entre elles où circulent des gaz. Ça permet de faire circuler le CO2 vers les tissus photosynthétiques ou l'oxygène vers les tissus qui respirent. D'accord? Bon. Dès lors que vous avez un réseau gazeux, on peut aussi faire passer les hormones. Et donc, chez les plantes, il y a des hormones gazeuses. Voilà. En plus, les hormones d'alerte gazeuse, elles ont un intérêt. C'est que quand deux feuilles sont côte à côte, et que l'une commence à être attaquée, la suivante sur la liste, ça pourrait bien être la voisine. Si ces deux feuilles de la même plante, elles ne sont pas forcément sur la même tige. Faites ça sur votre plante d'appartement, on pourrait presque faire ça sur la plante qui est là-haut, hein. Je ne sais pas si la démonstration est probante, mais je vous ai pris deux feuilles qui étaient côte à côte et qui viennent respectivement d'une tige de la base et d'une tige du haut. Mais elles sont côte à côte, voilà, parce que les branches sont tombantes.
Si votre signal d'alerte remonte par les vaisseaux et va alerter partout, alors petit 1, il va mettre du temps à revenir à l'autre feuille, et deuxièmement, il va alerter partout. Donc vous allez mettre en place vos défenses partout, même loin de là où est l'attaque. L'intérêt d'un signal volatile, c'est qu'il circule dans tous les organes, mais comme il sort aussi par les prises d'air, les stomates, les lenticelles et tout ce qu'on veut, bah, il va avertir les feuilles autour. Ce qui fait que la réaction préventive de l'accumulation de composés de défense va être très locale, là où vraiment c'est un rôle, et elle ne va pas se faire n'importe où, donc ça aura un prix moindre que si on doit déclencher des défenses dans tout l'organisme. Donc non seulement chez les plantes, il y a une opportunité d'hormones gazeuses, mais en plus le fait qu'elles diffusent dehors, ça permet à la plante de s'auto-avertir de façon localisée, même quand il n'y a pas de continuité tissulaire. C'est pas beau ça? Alors, sauf qu'il y a un défaut, c'est que les voisins peuvent entendre. En fait, je dis souvent à propos de cette histoire que la plante se murmure à elle-même et parfois les voisins épient. Et donc, le prix à payer pour ça, c'est que parfois on aide ses compétiteurs. Mais franchement, c'est plutôt une optimisation de la diffusion du signal dans la plante qu'une entraide. Alors, moi, je travaille sur les symbioses mycorhiziennes. Moi, je crois profondément à la symbiose. J'ai même écrit un livre de cours dans les années 2000 là-dessus. Je sais qu'il y a de l'entraide. Mais l'entraide, elle est toujours construite par-dessus d'autres problèmes. Et il ne faut pas surjouer la possibilité de l'entraide. En l'occurrence, cette histoire de messages qui circulent entre plantes, on l'a souvent vu comme une entraide, alors que c'est sans doute une entraide indésirable pour la plante, qui est le prix à payer pour un auto-avertissement, un fonctionnement interne ou un fonctionnement de la plante elle-même optimisé. Allez, j'ai encore un petit peu de temps, mais là, ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment, dans notre vision de la coopération, il faut vraiment reprendre ça dans le détail et arriver à la marier bien avec la compétition, le parasitisme. C'est un travail délicat et dans le livre, je montre que c'est un travail pour que dans l'évolution, il y a de la coopération qui émerge, mais dans des conditions très strictes. Donc ça, c'est des trucs dont on ferait bien de s'inspirer si on veut vraiment avoir en société des processus coopératifs. Ça ne vient pas de soi-même, c'est une construction. Hélas, la règle de base, c'est plutôt le parasitisme et la compétition. Ça n'empêche pas de construire autre chose, mais il faut gérer ça. Et là, j'en ai peur. On n'est pas dans de la coopération du tout. Il ne faut pas être naïf. On est juste dans une balle perdue d'un processus qui est optimisé à l'échelle de la plante. Allez, une dernière chose peut-être avant de se quitter. Euh, pour réaliser combien finalement la compréhension des organismes végétaux peut nous informer sur des choses qui nous paraissent évidentes mais qui ne sont pas transposables pour le vivant. Chez nous, un individu, ça peut se définir par une photo. D'ailleurs, je vous montre tout de suite ma carte d'identité. Comment on sait que c'est Marc-André Solos? Eh bien, parce qu'il y a sa tête dessus. Enfin, sa tête d'il y a 10 ans, mais il y a sa tête. D'accord? Un individu peut être défini par sa forme. C'est une entité morphologique. Bien. Mais on peut aussi le définir par l'ADN. D'ailleurs, quand Marc-André fait un crime et part sans laisser de traces, pense-t-il, on peut toujours éventuellement l'identifier par son ADN. Je ne sais pas si Jean-Marie est là. Je ne vois pas Jean-Marie. Alors, je ne vous ferai pas la private joke qui était prévue pour Jean-Marie. En tout cas, on sait très bien repérer aussi les individus par leur ADN. Parce que finalement, les deux sont des traits qui permettent la reconnaissance. Alors, ça devient un tout petit peu plus délicat dans un cas particulier, c'est celui de jumeaux homozygotes. Ces deux entités morphologiques distinctes, on peut dire ces deux individus, n'est-ce pas? Mais enfin, génétiquement, c'est le même. C'est-à-dire, si l'un commet un crime et laisse son ADN, on ne saura pas lequel des deux l'a fait sur la seule base de l'ADN. Et c'est là qu'on réalise, on commence à réaliser quelque chose qui est trivial chez les plantes. C'est qu'il y a deux façons de définir l'individu et c'est tout à fait différent à chaque fois le résultat, dans le monde végétal en général. Il n'y a pas loin d'ici, là, les robiniers les plus anciens de Paris, avec ceux qui sont à côté avec celui qui est à côté de Notre-Dame, c'est les robiniers qui ont été plantés par Robin. Ils ont été apportés, enfin plantés en 1632. Bon, bah, alors, près de Notre-Dame, il y a encore le tronc dans un square à côté sur l'autre rive, sur la rive sud, il y a encore un tronc étayé de poutres. Mais nous, à côté de l'herbier, là, juste derrière, ben, l'arbre est mort et les acacias s'adragonnent. Donc, les bourgeons formés sur les racines qui ont redonné des tiges. Quand vous voyez ça, vous dites, tiens, c'est un bosquet, il y a plusieurs arbres. Et morphologiquement, c'est vrai.
Il y a plusieurs arbres. Génétiquement, il n'y en a qu'un. Quand vous ramassez une feuille, vous ne savez pas de quel arbre elle est tombée, génétiquement. Il faut vraiment avoir vu comment elle tombait. On distingue souvent, dans le reste du monde vivant, les génettes et les ramètes. Les ramètes, c'est les individus définis par leur forme. Et là, ce petit bosquet, il y a plusieurs ramètes d'acacia. Les génettes, c'est les individus définis génétiquement. Et il y a un seul génette, en fait. Voilà. Alors maintenant, on change d'échelle. Je vous emmène en Amérique du Nord. Je vais vous parler de pando. Un verbe latin à la première personne du présent de l'indicatif. Pandérer, c'est se répandre. Pando, il s'est répandu. C'est une forêt où il y a 40 000 tiges, donc autant dire 40 000 ramètres. Mais génétiquement, c'est le même individu, ça vient de la même graine. C'est un Populus tremuloides qui drageonne comme un dingue, et les 40 000 tiges qui couvrent une quarantaine d'hectares, eh bien, c'est le même individu génétique. Il y a un génette, plein de ramètres. Alors, c'est important parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux façons de définir l'individu. Il y a un individu génétique, là, et plusieurs individus morphologiques. Il y a des chiffres incroyables. Il y a des posidonies sur les posidonies qui font aussi beaucoup de multiplication végétative, et ça vous donne des génettes qui couvrent pratiquement, il y en a un décrit au large de l'Australie, c'est sur 200 km, c'est le même génette. Alors, il y a plusieurs ramètres, bien sûr, parce que c'est des morceaux de tiges qui ont été emportés par le courant, qui se sont réimplantés. Et ça culmine chez les microbes. Alors, ça va me permettre de terminer en parlant de microbes, brièvement, puis après, peut-être, il y aura du temps pour des questions. Euh, Chez les microbes, on dit souvent que les bactéries sont unicellulaires. Parce qu'effectivement, chaque fois qu'une cellule se divise, pouf, c'est vrai chez les levures aussi, hein, elle se sépare, ça fait deux individus. Enfin, ça fait deux ramètres. Mais tout ça, c'est le même génette. Et figurez-vous que beaucoup de bactéries sont capables de collaborer avec les ramètres génétiquement identiques. Donc de collaborer au sein du génette. Elles émettent souvent des molécules dont la concentration va dépendre de la quantité de cellules du génette qu'il y a dans le milieu. Et à partir d'une certaine quantité de cette molécule, qui indique une certaine densité de cellules, une certaine densité de ramètres du même génette, elles enclenchent des processus qui ne sont valables que si elles sont assez nombreuses. Par exemple, produire des antibiotiques. Bah, si vous êtes tout seul et que vous produisez un antibiotique, ça ne tuera jamais personne parce que ce sera trop dilué. À partir d'une certaine concentration de cellules bactériennes, ça vaut la peine d'en produire parce que vous atteindrez des seuils, des concentrations d'antibiotiques qui seront efficaces contre les autres microbes. Produire des enzymes pour digérer quelque chose. Ça sert à rien de produire des enzymes si on est tout seul, parce que les enzymes vont se passer dans le milieu, on ne récupérera rien. Si on est assez nombreux, c'est bien de produire des enzymes parce que ça commencera effectivement à digérer la nourriture d'une façon utilisable pour tous. Il y a même des suicides. C'est bien écrit chez Escherichia coli. Quand il n'y a pas assez à manger, il y a des bactéries qui se suicident pour nourrir les autres. Mais en fait, pas toutes les autres. Celles qui sont du même génette. Et en fait, derrière leur réputation d'être unicellulaires, beaucoup de microbes sont pluricellulaires sans que les cellules soient liées. Mais les cellules discutent entre elles et font des trucs entre elles de façon coordonnée. Parce qu'en fait, elles sont dans le même génette. Et ce génette, il n'a pas simplement une identité génétique, il peut avoir des modalités de fonctionnement par-delà son atomisation en petits ramètres. Mais ça, c'est important parce que ces processus dont je vous ai parlé, le quorum sensing, le fait de sentir combien on est, ça débouche sur des moyens de lutte contre les microbes. Il y a notamment une algue rouge, Dilsea carnosa, qui se singularise par une capacité de bloquer les récepteurs à la molécule qui indique le nombre de collègues. Du coup, les bactéries ne sentent plus combien elles sont. Or, elles se servent notamment de ça pour faire des biofilms à la surface des algues. C'est-à-dire qu'il y a une bactérie qui arrive, elle se divise, et puis quand elles sont assez nombreuses, elles commencent à faire un gel. Il n'y a que quand on est assez nombreux que ce gel sera assez abondant pour retenir la bactérie sur l'algue. Ah bah oui, mais à ce moment-là, elle commence à faire de l'ombre à l'algue. C'est pas bon pour une algue d'avoir des films bactériens qui s'installent. Donc ces algues-là, ces Dilcea, c'est trop marrant, je trouve. Elles émettent un truc qui bousille le processus, et donc les bactéries se croient tout le temps toutes seules, puisqu'elles n'arrivent plus à entendre les signaux qu'émettent les autres. Et, et ben ça, c'est un truc qui empêche de faire des biofilms. Dites donc, empêcher de faire des biofilms, c'est ce que vous essayez tout le temps et tous les soirs de faire avec une brosse à dents, non? Bah, les Dilcées,
Elles font ça en émettant juste un peu de molécules. Elles n'ont pas besoin d'acheter de dentifrice et elles n'ont pas de brosse à talc. Bref, vous voyez que cette vision du bien-être peut, dans le monde microbien, nous permettre une nouvelle approche de ce que sont les microbes et aussi éventuellement des méthodes de lutte. Bon, on pourrait en parler de tout ça des heures. Je vous l'ai fait très botanique, mais vous sentez que, en fait, moins nous que nos concitoyens, mais nous, collectivement, humains, nous partons un petit peu avec des idées reçues et une absence de connaissances qui, d'une part, ne nous permet pas de comprendre ce qu'est le monde, ne nous permet pas de comprendre les risques que nous y prenons et ne nous permet surtout pas, et c'est ça qui est le plus grave, de voir les prises que nous y aurions, parce que nous sommes tous plus confiants, pour des raisons culturelles assez aberrantes, plus confiants en des méthodes chimiques ou mécaniques qu'en des méthodes basées sur le vivant. Une nouvelle vision de la santé, une nouvelle vision de l'agriculture attend, attend qu'on prenne en compte le vivant comme outil. Et pour ça, il faut comprendre ce qu'il est. Il ne faut pas se dire qu'on va sauver le vivant avec des méthodes basées uniquement sur le vivant, mais il faut absolument qu'on arrive maintenant à avoir un cocktail équilibré entre nos méthodes chimiques, nos méthodes basées sur le vivant et nos méthodes mécaniques. Et voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Alors, peut-être quelques questions, je ne sais pas. Merci Marc-André. Alors oui, j'ai pas de questions dans le chat, mais peut-être qu'y a-t-il des questions Certains sont encore réveillés. oralement. Alors, y a-t-il des questions? Pierre-Antoine. Oui, Pierre-Antoine. Oui, merci Marc-André. Présentation super intéressante. Question très ponctuelle, ces poison peas qui produisent de l'acide fluoroacétique, c'est de l'allélopathie? Non, non, en l'occurrence, ça, c'est très soluble, donc c'est pas émis du tout, ça reste dans les tissus. Je sais pas bien où ils le stockent. C'est un truc qui va bousiller en fait toutes les voies métaboliques qui utilisent de l'acétate, parce que l'acide fluoroacétique, bah, c'est un inhibiteur suicide de toutes les enzymes, de ma mémoire, hein, de toutes les enzymes qui utilisent de l'acétate, alors ou de l'acide acétique, donc dans le métabolisme, c'est un peu oui. Et en fait, c'est surtout des trucs toxiques pour les herbivores. C'est pas émis du tout. Et ça a été un drame qu'ont découvert un peu tard les éleveurs de moutons, c'est que les moutons, bah, ils n'ont pas du tout été sélectionnés pour éviter ces trucs-là. Au contraire, ils ont une forte appétence pour les légumineuses, parce que c'est riche en azote. Et en fait, une autre caractéristique des légumineuses, allez, je vais vous le raconter. Pourquoi est-ce que tout le monde ne fixe pas l'azote? Bon, d'accord, ça coûte du carbone. C'est vrai qu'entretenir des nodosités fixatrices d'azote, ça coûte 30% de la photosynthèse. Mais au moins, vous avez tout l'azote que vous voulez. Ah oui, mais déjà, ça coûte du carbone, mais il y a une deuxième chose, c'est que quand vous avez plus d'azote, vous êtes plus riche en azote, ben ça, c'est hyper appétant. Et en réalité, les légumineuses sont beaucoup plus consommées que les autres plantes. Si vous voulez attirer un âne, une vache ou une chèvre qui a plus faim, tendez-lui des, tendez-lui des légumineuses, tendez-lui du trèfle, hein, elle viendra quand même. Alors du coup, au cours de l'évolution, ça a sélectionné chez les légumineuses énormément de composés protecteurs, dont ceux-là, mais des composés protecteurs ici plutôt contre les brouteurs ou contre des champignons qui attaquent. Mais ce n'est pas du tout des composés allélopathiques, hein, c'est vraiment des composés de défense, mais qui sont constitutifs et qui donc ont tué beaucoup de moutons. Ce qui fait que maintenant, ben, donc, il y a deux choses, hein. Les moutons, ils sont enclos dans des zones où on les a éradiqués, ces plantes. Et la deuxième chose, c'est de semer des légumineuses dans ces enclos-là de chez nous. Merci. Alors, j'ai une question dans le chat, c'est que pensez-vous des microzymas? Mais c'est quoi? J'ai entendu ce nom déjà. Vincent, vous pouvez peut-être nous dire ce que c'est? Non? C'est une méthode basée sur des... C'est des méthodes un petit peu alternatives, je crois. Granulation moléculaire, gna 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 gna. Il faut nous dire, parce que ça a été utilisé dans plusieurs sens, hein. C'est un terme introduit par Béchamp, non? Théorie,
d'Antoine Béchamp, désormais réfuté par la science, qui affirmait que les tissus humains malades pouvaient produire des microbes et donc que la présence de ceux-ci était une conséquence de la maladie et non l'inverse. Mais il a été démontré que les micro-organismes se transmettaient par contagion. Oui, ça remonte, si je comprends bien, à la controverse. Il y a des microbes dans les organismes malades. Est-ce que c'est une conséquence de la maladie ou une cause? Par parenthèse. Cette histoire-là a été tranchée sur le mildiou et la pomme de terre par De Bary, qui a réussi à montrer qu'il pouvait en gros, il a utilisé le postulat de Corr, hein, avant même que Corr l'ait formulé. Il a réussi à transmettre la maladie avec le mildiou et à récupérer du mildiou des parties malades. Et il a donc montré que le mildiou était causal, enfin l'agent, le champignon, l'oomycète, le plasmopara, le phytophthora, pardon, infestans était la cause et non la conséquence. Et donc, voilà. Alors, je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus, mais je voudrais juste vous dire un petit mot de ça. C'est quand même assez amusant quand on regarde le nombre de découvertes majeures qui ont été faites sur les plantes. Parce que vous voyez que là, le fait que les microbes causent des maladies, c'est fait sur les plantes vers 1850, par là. C'est à peu près la même époque qu'on découvre la fécondation avec Turret, qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais qui décrit ça chez les algues brunes, les fucus, l'hérédité, les poids de Mendel, les mutations, les zonotaires de Lamarck, les éléments transposables, c'est les maïs de Barbara McClintock. C'est étonnant de voir le nombre de découvertes qui ont été faites sur les plantes. Et moi, j'ai une théorie là-dessus que je raconte dans le livre et qui va vous faire plaisir à vous autres botanistes. Je pense que tant qu'on étudie l'animal, on est sur des modèles dérivés de ce que nous sommes et on n'est pas dans l'exploration du bizarre, de l'inconnu et de l'inattendu. Quand par contre on est capable de s'intéresser aux plantes, on est dans une disposition d'esprit qui est beaucoup plus ouverte aux choses inhabituelles, aux choses extra-animales, aux choses extra-humaines. Et moi je pense, il y a une liste dans le livre de toutes les découvertes faites avec les plantes, c'est impressionnant, parce que toute la biologie moderne, dont les premiers pas ont été faits sur les plantes, l'idée que le noyau est l'endroit où se trouve l'information génétique, c'est des déplacements de noyaux entre des grandes algues, les acétabulaires. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui se passent du côté des plantes. Et je pense que c'est parce qu'en fait, les gens qui travaillent sur les plantes sont des gens qui sont beaucoup plus ouverts au possible et à l'étrangeté. D'ailleurs, dans cette liste, si on l'augmente, on verra qu'il y a aussi des fois des choses qui sont trouvées sur des levures ou des champignons. Mais c'est pareil. Notre capacité à sortir d'une vision du vivant basée sur l'animal ou sur l'homme nous prépare éventuellement mieux à découvrir des choses nouvelles et de ne pas être simplement dans la reproduction d'un modèle ou de connaissances existantes. J'ai une autre question. Quelqu'un a levé la main. Niamata. Oui, c'est moi, vous m'entendez? Oui. Oui, oui, oui. Bonjour. Je voulais revenir sur la partie où vous parliez des déchets naturels qu'on produisait. Vous aviez évoqué notamment l'urine. Et du coup, je m'étais demandé où est-ce que l'être humain il pouvait uriner pour uriner utile, en gros. Alors, vous remarquerez qu'un autre déchet utile qu'on produit, c'est du CO2, hein. Le CO2 est quand même un des éléments limitants de la photosynthèse sur Terre. Et tous les organismes qui respirent fertilisent en fait les plantes, hein. Et d'ailleurs, on voit bien très bien que le CO2 est limitant parce que on a quand même 2/5 du gaz carbonique émis par l'homme qui finit dans un surcroît de photosynthèse. Et tout ne passe pas dans l'air, Dieu merci, sous forme de CO2. Entre l'océan qui en absorbe, donc je crois que c'est 2/5 aussi, on retrouve qu'entre 1 et 2/5 dans l'atmosphère. Mes chiffres ne sont pas des chiffres rutilants, hein, mais c'est ça, en gros, il y a surcroît de photosynthèse, absorption par l'océan et accumulation dans l'atmosphère. Alors, donc, le CO2 est aussi un déchet utile. Donc, respirer sans crainte, c'est bon pour les plantes. Par contre, pour être plus sérieux, revenons à votre question. Comment valoriser nos déchets? Alors, ça, c'est une question importante, hein, parce que je vais même vous montrer une photo que j'ai décollée d'un PDF ce matin en vue de prochaine conférence. Donc, vous allez être les premiers à voir cette photo. Elle est absolument géniale. Quand en fait on va aux toilettes, on fait trois bêtises. Un, on mélange l'urine qui est très riche en azote, hein, c'est quand même 4 à 5 grammes d'azote par litre, 0,7 grammes de phosphore par litre et très peu de microbes. On mélange ça aux fesses, qui sont pleins de microbes qu'on ne va pas pouvoir mettre n'importe où tout de suite. Bon. Deuxièmement, on tire la chasse d'eau, donc on dilue. Et puis troisièmement, c'est une bêtise qu'on fait un peu sans la faire nous-mêmes, c'est que ces eaux qui sont riches en azote, en phosphate, avec un peu de matière organique, c'est très bon pour les sols, ça, elles se mélangent avec des eaux de ruissellement qui ont nettoyé
des toits, qui ont nettoyé des rues, qui sont donc chargés de métaux lourds et d'hydrocarbures plutôt polyaromatiques. Vous savez, quand il pleut sur une route et que vous voyez les voitures qui projettent des gerbes de gouttelettes sous la caisse, bah, ça rince des tas de cambouis, de matières, bref, des tas d'hydrocarbures indésirables. En gros, on compte que c'est 10 litres d'hydrocarbures par an et par hectare de bitume. Tout ça, ça fait que, bah, après, dans les stations d'épuration, les résidus, ils ont beau être riches en azote, riches en phosphate, il y a des métaux lourds, il y a des hydrocarbures indésirables. Alors, c'est quoi la solution? Bah, si vous avez un jardin, vous faites pipi dans le jardin. Si vous avez des toilettes sèches, vous utilisez vos toilettes sèches, vous compostez pour que la hausse de température tue les bactéries indésirables et vous utilisez. Denis Pépin en parle très bien dans son bouquin que j'avais préfacé là. Le bouquin de Denis Pépin sur la gestion de la matière organique, il est vraiment très très bien. Je me rappelle plus son titre. Quelqu'un connaît le bouquin de Denis Pépin? Allez, on va quand même faire une pub pour Denis Pépin, parce que c'est un bouquin pratique, et il parle notamment de ces histoires de compostage de la matière organique. Alors, Pop Up, il en est à sa deuxième édition en plus, je crois, hein. C'est vraiment un must. Ça s'appelle le guide Terre Vivante, compost et paillage. C'est chez Terre Vivante, et c'est par Denis Pépin, c'est comme un pépin. Alors maintenant, je vous montre la photo, d'accord? Parce que celle-là, elle est amusante. Il y a des tas de gens qui pensent à ça. Je vais vous dire, c'est pas nouveau, hein. Un grand architecte autrichien, Hundert Wasser, qui garnissait de plantes ses bâtiments, eh bien, un des trucs, c'était qu'il recyclait l'urine vers les immenses euh, volumes de sol dans lesquels il plantait des arbres sur les façades, des choses comme ça, hein. Bon. Alors, voilà. On aura tout vu dans ce webinaire, hein. Vous êtes prêts? Je suis désolé pour les organisateurs du webinaire qui voulaient faire un truc sérieux et raffiné et scientifique. Je suis vraiment désolé pour vous. Voilà, donc je vous propose des toilettes à séparation, comme ça, comme on appelle ça. Donc vous voyez, là partent les fesses, bon, ils rejoignent le circuit de récupération des eaux, et là part l'urine, qui est rincée par de très petites quantités d'eau, et on ne dilue surtout pas les ressources. Alors, puisque on parle de ça, je vous montre un autre diagramme. Hop, hop, voilà. Voilà donc nos déchets. Alors nos déchets, ben, en litres, c'est surtout la chasse d'eau, les eaux ménagères et un tout petit peu de matière fécale et d'urine. Mais alors maintenant, si on regarde en azote, ben, par jour, vous êtes sur 11 grammes d'azote par personne et par jour, 0,7 grammes de phosphore par personne et par jour. C'est énorme, hein. Il y en a aussi un peu dans les fesses, mais beaucoup moins dans les eaux ménagères, hein. Voilà. Et la pollution microbienne, elle est entièrement, elle est largement dans les fesses. Il y en a peu dans les eaux ménagères et pratiquement pas dans l'urine. L'urine, c'est de l'or liquide. Et c'est une façon aussi, parce que, alors, en fait, mon livre, il propose un peu le cambouis de Descola. Il dit, il faut abolir la distinction société-nature. Mais derrière cette belle pensée philosophique, il se cache des choses aussi scatologiques et élémentaires que l'idée que notre bien la nature, c'est où est-ce qu'on pisse. Après, en ville, il faut une récupération. Si vous avez un jardin, vous pouvez vous débrouiller. Oserais-je avouer un secret de famille? Au grand désarroi de ma mère, mon père a toujours été uriné dans le jardin en Bretagne. Toujours. Ça scandalisait maman. Alors moi, je ne veux pas d'opinion, parce qu'on ne choisit jamais entre son père et sa mère. Mais dans mon dernier livre, je crains bien d'avoir pris le parti de mon père. Donc ça y est, on connaît l'origine des algues vertes en Bretagne. Et même l'hiver, il faisait ça? Alors c'est très compliqué, puisque vous rentrez dans les détails, quand il pleut, et en hiver, il vaut mieux avoir une bouteille dans laquelle on pisse. Alors du coup, là, on comprend qu'effectivement, c'est tout à fait... Enfin, ça demande un équipement un peu plus élaboré pour une femme que pour un homme, mais mon papa avait des bouteilles qu'il allait vider ensuite dans le jardin. Alors, puisqu'on est dans le trait scatologique, désolé, je vous renvoie à La Terre de Zola.
et au personnage à la fois attachant et agronomiquement habile de la mère Caca, qui a les plus beaux choux du marché et qui tire son surnom de la raison pour laquelle elle a les plus beaux choux du marché. Non, mais c'est bête, mais c'est vrai qu'on a perdu ce lien qu'on avait. On l'a perdu, hein, parce qu'avant, les fosses d'aisance des villes se déversaient sur les campagnes. Donc on l'a perdu, pas partout. En Chine, je sais que, je l'ai vu, les excréments finissent encore dans les champs. Mais il faut qu'on le retrouve, parce que ça peut alléger les charges de nos agriculteurs. Je vous ai dit, hein, c'est entre 20 et 40% des besoins de l'agriculture en phosphate qu'on trouve dans l'urine. Ça peut alléger les besoins de nos agriculteurs. Et puis, il y a une récupération tardive, puisqu'on parle de ça, et avant de se quitter peut-être, hein, c'est la struvite. Il se trouve que dans les stations d'épuration, il y a l'azote et le phosphate cristallisent ensemble. C'est une vraie merveille, ça, sous forme de cristaux de struvite. Alors, la struvite, c'est un phosphate d'ammonium qui, dans sa croissance cristalline, exclut les métaux lourds. Donc, en plus, c'est des cristaux où il n'y a pas les métaux lourds qui peuvent traîner dans les autres stations d'épuration. Et alors, on la récupère, hein, parce qu'elle bouche les canalisations. Donc, on se retrouve avec ces cristaux qu'on ne peut pas utiliser parce qu'ils sont réputés déchets. C'est toujours cette histoire que dans déchets, il y a déchéance, hein, ils ont déchu de tout sens et de tout usage. Alors qu'en fait, ces cristaux, c'est de l'engrais, et en plus, c'est un engrais qui se dissout lentement. Donc, c'est une forme d'engrais qui, tu parlais de marée verte, Guillaume, c'est un engrais qui, en fait, va être relâché très lentement et jamais créer ces grandes concentrations qui finissent par suinter vers les eaux douces et vers les rivages. L'astroïde, c'est une merveille. Donc, il y a aussi cette récupération tardive de l'azote et du phosphate. Mais non, l'astroïde est un déchet, donc ça induit des contraintes et des idées reçues qui font qu'on ne la valorise pas. Alors même qu'on est obligé de l'extraire, puisque je le répète, elle bouche les tuyaux. Merci.